Bienvenue dans Indé-Story, le podcast qui fait parler les indépendants, ceux qui ont quitté le salariat pour créer leur propre liberté. Je suis Victor Hazer, le fondateur de Indépendant.co. Et à chaque épisode, je vous emmène dans les coulisses d'un vrai parcours de freelance indépendant. Pas les success stories à 100 000 € qu'on entend partout, mais des histoires concrètes, humaines et bien évidemment inspirantes. Celles de gens qui, comme vous, ont eu un déclic, ont douté, mais ont su avancer. Aujourd'hui, ensemble, on va découvrir le parcours de Lydia et vous allez voir, c'est très puissant. Salut Lydia, ça va ? Ça va et toi ? Bah ouais, écoute, en pleine forme. Bienvenue dans le premier épisode du coup de Indé Stories. Merci. Bah, le but, comme tu as compris, c'est de parler un peu des histoires des indépendants, pas de ceux des grands entrepreneurs qu'on voit partout dans les podcasts, etc. Ouais. C'est de dire qu'en gros, l'entrepreneuriat, c'est ouvert pour moi à tous. C'est-à-dire que tout le monde peut vivre de son activité. Alors, pas peut-être faire des millions, mais peut-être déjà faire comme toi, les premiers milliers d'euros par mois. Donc, je suis trop content de t'avoir dans ce podcast. Ça fait maintenant une toute petite année qu'on se connaît. Ouais. Et donc, trop content de t'avoir dans ce podcast. Le but, c'est que tu partages avec nous ton parcours, montrer que peut-être t'es pas la plus intelligente de toutes, que moi je me considère pas le plus intelligent de tous, etc. Le but, c'est de montrer que n'importe qui peut y arriver avec les bonnes méthodes, etc. Donc, let's go. Si t'es partante, je peux te poser la première question qui me tient à cœur. Allez. De quoi rêvait la petite Lydia quand elle était petite ? Alors, la petite Lydia, quand elle était petite, elle a beaucoup rêvé de liberté. Je ne savais pas encore trop comment allait se passer ma vie, comme tous les enfants, comme tous les adolescents. Mais je savais que je voulais être libre, ça c'était sûr. Et aujourd'hui, je suis en train de petit à petit le réaliser. J'ai attendu jusqu'à 34 ans pour le réaliser. Trop bien. Et toi, quand t'étais petite, t'étais quel genre de personnalité à l'école ? Est-ce que t'étais première de la classe, à regarder tout, ou un peu rêveuse ? Non, j'étais pas forcément bonne élève. Alors, j'avais toujours la même chose sur mes bulletins, à des capacités, mais c'est dommage, je ne les exploite On les pas. connaît, c'est vrai. Voilà, j'étais pas forcément une mauvaise élève, mais j'étais rêveuse. Je séchais les cours. Ma mère, je la remercie, m'a forcée à passer le bac parce que je détestais l'école. Et elle m'avait dit que c'était le strict minimum. Bon, aujourd'hui, il me sert à rien, mais il faut le faire quand même. Et je voulais très, très rapidement travailler, justement gagner mon argent, même si au début, on gagne 1 200 €. Mais voilà, je voulais absolument travailler de suite pour réaliser plein de choses. Donc Pour l'école, voyager. toi, ça a plutôt été une tannée, quoi. C'était horrible. Franchement, je ne veux pas dire que j'avais une phobie scolaire, mais j'aimais pas du tout ça. Le matin, j'ai essayé de négocier avec ma mère. Bon, c'était non négociable. Mais j'ai pas du tout kiffé. Ok, trop bien. Donc tu disais que tu voulais absolument travailler. Est-ce que tu as déjà pensé à travailler à ton compte ? Est-ce qu'il y avait des gens, je sais pas moi, dans ta famille qui étaient chef d'entreprise ou entrepreneur ? Est-ce que ça t'est déjà arrivé à l'idée, quoi ? Alors oui, depuis mes premiers jobs, parce que j'ai vite compris que le salariat, c'était pas fait pour moi. Je savais pas encore mettre les mots dessus, mais je m'épanouissais pas parce qu'en fait, au début, j'étais à fond. Je pense que je suis une bonne salariée parce que je me donne les moyens et je me dépasse, etc. Mais très vite, on n'a pas de reconnaissance. On gagne toujours la même chose à la fin du mois. Pour avoir une évolution professionnelle, gratter quelques centaines d'euros sur un bulletin de salaire, faut vraiment envoyer et puis il faut être privilégié presque dans une entreprise. Donc ça m'est assez vite venu à l'idée, mais je savais pas trop quoi, j'avais pas du tout confiance en moi. Mais pas quand tu étais jeune. Tu t'es pas dit, je vais créer une start-up ? Non, pas quand j'étais jeune, j'avais pas des grands rêves. Au début, je voulais travailler et gagner de l'argent. Et quand je me suis rendu compte, en fait, qu'un salaire, on pouvait à peine vivre avec, payer son loyer. Parce qu'au début, quand on a 16 ans, on se dit, je vais gagner 1 300 €, incroyable. Et en fait, Sauf qu'on paye pas le loyer, la bouffe. C'est ça, on est chez maman. Et une fois qu'on a nos charges, en fait, je me rends compte que, on paye ses charges. Et puis, on arrive le 15 du mois et c'est chaud. Et c'est comme ça tous les mois. Et on n'a pas de visibilité autre que celle-ci. Donc, moi, j'avais un modèle quand même. J'ai eu la chance d'avoir un modèle. Tu parlais d'un membre de la famille. J'ai mon frère qui est entrepreneur. Okay. Il a créé des belles choses à partir de rien dans le domaine de l'immobilier. Trop bien. C'était pas un domaine qui m'intéressait. Donc, je me suis dit, je vais créer mon propre chemin. Mais je savais pas quoi. Ok, trop bien. Donc justement, ça a été quoi tes premiers jobs ? Ça a été quoi juste ton parcours avant de te lancer
Avant justement de découvrir que tu pouvais créer ton entreprise, tu as fait quoi comme métier? Alors au début, j'ai fait beaucoup d'intérim parce que justement, en fait, j'avais ce truc de vouloir gagner plus d'argent avec les indemnités de fin de mission, etc. De lâcher mes missions quelque temps, de partir, de voyager, de revenir. Je goûtais un peu à cette liberté, mais je devais vite revenir aux obligations de gagner de l'argent parce que ça va très vite. Et j'ai fait ça pendant de nombreuses années. J'ai travaillé dans plusieurs domaines, surtout administratifs, parce que c'est ce que je savais à peu près faire. Je suis carrée, je suis organisée, donc voilà, je ne me voyais pas trop faire autre chose. Mais mes premiers jobs, quand même, j'ai fait préparation de commandes, tout ça, job alimentaire. Mais après, je suis vite allée vers l'administratif et après, je travaille dans le BTP, dans les réseaux télécoms. Enfin, j'ai occupé plein de postes en intérim sur des missions de 6 mois, 1 an, 2 ans. Toujours pareil, dans le même lieu géographique? Parce que toi, tu es originaire d'où? De Montpellier. Ok. Et toujours autour de Montpellier, ouais, j'ai jamais trop bougé. Je voyageais et je revenais à Montpellier, à la source, et puis je faisais de l'argent pendant quelques mois et je repartais. Ok. Et est-ce que toi, tu avais des rêves de voyage, des choses comme ça, ou non, tu es plutôt territorial, ou tu aimes bien être à la maison? J'aime bien voyager et à chaque fois je l'ai fait sur plusieurs mois. Et j'ai rencontré des gens qui étaient indépendants dans plusieurs domaines, mais beaucoup marketing. Et je me suis dit, ah tiens, ça, ils ont l'air de vivre une belle vie, ces gens-là. Ils étaient où? C'était à Bali? Bali, en Thaïlande, au Brésil, enfin un peu partout. Je rencontrais toujours des gens en auberge jeunesse qui me disaient, oui, oui, non mais attends, je travaille un peu, après je viens. Et je dis, mais comment tu fais? Tu gagnes ta vie en même temps? Trop bien! Ça a mis une petite graine dans ma tête. Mais pour moi, je me sentais pas légitime. Pour moi, ils avaient des super compétences. Ouais, des compétences que toi, tu n'avais pas et que tu n'arrivais pas à identifier, quoi. Exactement. Ça, bon, ça c'est le point commun de tous ceux qui veulent se lancer. Ils pensent qu'ils n'ont pas de compétences. Mais ouais, on y reviendra. Donc, tu parlais tout à l'heure, justement, dans tes premiers jobs de salarié, des petites douleurs que tu avais. C'est quoi? Qu'est-ce qui a commencé à te déranger au début? Bah, la relation déjà manager et manager, je sais pas comment c'est à l'étranger, mais je trouve que de ce que je connais en France, ben, on est un peu infantilisé quand même. Moi, j'aime bien qu'on me confie des responsabilités, un objectif, je suis orientée résultat. Donc tu me dis, voilà, on doit aller à cet endroit-là et je fais tout, je me démène pour y aller. Et en fait, au final, on me bridait un petit peu, je trouve. Et puis, j'avais pas de reconnaissance, même si je le faisais pas pour ça à la base. Mais en fait, que je travaille à fond ou mes collègues qui travaillent à moitié, enfin, il n'y avait pas vraiment de différence. Même pas sans parler de salaire, juste au niveau du comportement des managers. C'était, je me sentais pas reconnue dans mon investissement. S'il y a un truc, un exemple, une anecdote peut-être qui t'a Bon, marqué? plein, tu t'investis, tu travailles le soir jusqu'à 19 heures alors que t'es pas plus payé que ça, et puis tu demandes un jour de congé, ah ben non, c'est pas le moment. Enfin, ne serait-ce que Ouais, ça, en en fait. gros, c'était, ça allait que dans un sens, quoi. Ça allait que dans un sens. Et puis pareil, donc on doit aller à un objectif, voilà, toi tu réfléchis à des solutions, j'aime bien trouver des nouvelles solutions, innover. Et puis je propose une solution et on me dit, oh, mais toi, en gros, on me fait comprendre, t'as pas les compétences ni le Là, c'est poste, pas ta t'es place, jeune. quoi. C'était souvent entre mes 20 et 25 ans. Non, mais en gros, on me le disait pas comme ça, bien sûr, mais avec beaucoup de condescendance. Ouais, c'est bon, tu viens d'arriver, t'es jeune, tu débarques, tu connais rien, donc tais-toi, quoi. Je le ressentais comme ça. Ouais, ouais, je vois. Donc vraiment ce manque de, ok, t'as des choses à apporter, mais personne pour t'écouter, en fait. C'est ça. Ok. Donc là, t'as fait ça, tu m'as dit, pendant entre tes 20 et tes 25 ans, ou plus que ça? Ouais, jusqu'à mes 27, 28 ans, je pense que je faisais beaucoup de CDD intérim. J'ai signé qu'une fois un CDI. Et alors? J'avais pas spécialement envie de... C'est dans quoi? J'avais comme une peur de l'engagement. Il y en a qui l'ont sur d'autres sujets. Moi, j'allais dans le monde professionnel. Et en fait, on m'avait recruté dans une agence d'intérim pour être chargée de recrutement pendant 6 mois. Et puis pareil, j'ai fait mon contrat, je suis allée au bout du contrat, ils voulaient me renouveler. Moi, j'avais fait un peu d'argent. Je me suis dit non, je vais partir à l'étranger. Donc, ils avaient essayé de me retenir. Mais bon, voilà, c'était pas le job de mes rêves. J'avais bien aimé, mais voilà. Donc j'étais partie et puis après quand je suis revenue, elle m'a rappelé, ils m'ont proposé une belle évolution en tant que chargée d'affaires, développement commercial. Je me suis dit mais je ne suis pas commerciale. Mais bon, il y avait une rémunération plus intéressante, etc. Mais la condition c'est que c'était en CDI. Bien sûr, on ne prend pas un chargé d'affaires 6 mois en CDD. Donc je me suis dit, bon, je ne sais plus quel âge j'avais exactement, 27, 28 ans, je me suis dit, bon, il va falloir que quand même tu suives un chemin qui est bien tracé, le CDI. Donc je me suis dit, bon allez, je le fais. Mais je l'ai fait un peu à contre-cœur quand même. Même si le salaire sur le contrat est intéressant, je l'ai fait un peu à contre-cœur.
Et Tu te souviens du salaire? Je peux te la poser? oui. Alors, il y avait 1800 euros net de fixe. Et après, tous les 2 mois, on avait une prime qui était intéressante, qui était entre 500 et 800 euros tous les 2 mois, Ok. en fonction du chiffre d'affaires qu'on faisait. Donc là, je me suis dit, enfin, peut-être reconnu Pour le travail pour que le tu as travail fait. effectué. Donc, je me suis dit, ça me convient quand même plutôt bien. Donc voilà, j'ai signé ce CDI. Ok. Et justement, on arrive un petit peu à ce moment fatidique. C'est quoi le moment où tu te dis, ok, franchement, là, j'en peux plus? Ben, en fait, je suis restée 2 ans et demi à ce poste, 3 ans. Donc à chaque fois, c'est des courtes périodes. Et on parle un peu d'instabilité dans le monde professionnel. Quand tu reçois un CV avec des périodes de 2, 3 ans, on parle d'instabilité. Mais moi, je trouve que c'est voilà, des personnes qui sont pas forcément bien là où elles sont, mais parce qu'elles ont peut-être un autre chemin. Et Ah, ok, pardon, j'avais pas compris. C'est qu'en gros, tu dis, quand tu présentais ton CV, mm, on voyait qu'il y avait plusieurs ouais, postes. c'est ça. Donc, on te reprochait, au Ouais. lieu de se dire, bah, cette personne, elle avait vu plein de choses, Ouais. etc. Il le voyait à l'inverse de, Ouais, c'est ça. ah non, elle aime pas s'attacher à une boîte, On quoi. m'a beaucoup ramené à mon instabilité Ok. professionnelle. Alors je trouve que bah, ça peut être Ouais, justement, c'est l'expérience d'avoir vu plein de choses. tout à fait. Et là où il y a commencé à avoir malaise, c'est que on travaille tous énormément dans l'équipe, mais il y avait un turnover de dingue sur les postes que j'avais occupés précédemment, chargé de recrutement. Et donc je faisais tampon en fait, je compensais un petit peu, donc voilà, énormément de charges de travail, etc. Une rémunération qui était bon, plus intéressante que les postes que j'occupais précédemment, mais avec 2000 euros, c'est pas non plus ce qui change une vie, quoi. Quand on a des charges, encore une fois, c'est pas un salaire de ouf. Et au vu de l'investissement que j'avais, soir, week-end, le matin, j'arrivais au bureau, il était 7 h des fois du matin, et des fois je repartais, il était 20 h. Ben, en fait, au final, le ramener au salaire horaire, c'était pas forcément super intéressant. Donc, il s'est installé une fatigue et puis un management de la terreur. Donc, voilà, toujours pas de reconnaissance. Et je me suis dit, mince, j'avance dans l'âge, j'avance dans les compétences et j'évolue professionnellement. Et il n'y a toujours pas cette reconnaissance Ok, ouais. voilà, de la hiérarchie. Et est-ce que tu avais, dans ta vie perso, ça se traduisait comment? Oh, bah, C'est-à-dire que tu faisais quoi de tes week-ends? Du coup, tu te reposais le week-end parce que tu étais mort de la semaine. ouais, c'est ça. Du coup, tu as l'impression de... Parce que moi, j'étais dans mon cas quand j'étais Mm. militaire. J'avais l'impression que le week-end, bah, en gros, je faisais pas grand-chose par rapport à ma semaine parce que même le week-end, des fois, je bossais. Donc, j'étais un peu en asynchrone. Bah, c'est ça, je rentrais chez moi le soir en semaine, il était 22 h des fois. Donc les copines elles m'appellent, ouais, on sort et tout. Bah moi je sais que je pourrais pas être là parce que je vais finir à 20 h, 21 h. Quoi? Elle me disait mais c'est quoi, comment ça? Non, on finit à 17 h. Donc déjà la semaine pardon, c'était mort, je pouvais rien faire. Le sport, j'ai oublié parce que le peu d'énergie qui me restait, je me faisais à manger, je me mettais dans mon lit, enfin, même pas plus quoi. Et le week-end, ben, je rechargeais à peine les batteries, c'est comme quand tu charges ton téléphone vite fait avant de sortir. Ouais, ouais. Tu le charges à 40%, mais voilà. Et petit à petit, ben, les week-ends, j'étais de plus en plus fatiguée, on me proposait des trucs, j'avais plus envie de le faire, presque plus goût Ouais, à la ouais. vie quoi. C'est C'était en triste mode à survie, dire, quoi. ben oui, c'est un mode survie, c'est ça. Ok, et justement, est-ce que tu as eu un moment, est-ce que pour toi, il y a eu un moment, vraiment, j'en peux plus? Ouais, parce qu'à un moment Ou donné... c'était vraiment le vase, quoi, qui se remplit et qui déborde? Le vase c'est rempli, rempli, rempli et a débordé. Comme Il y a beaucoup. eu un moment ou pas du Ouais, tout, c'était juste une non, il accumulation? y a eu un moment, c'était une accumulation, et puis en plus de ça, je demandais des repos, je demandais des vacances, c'était jamais le moment. Pendant mes vacances, on m'appelait, donc en fait, le prix à payer pour à peine une petite évolution professionnelle était pas du tout rentable. C'était quoi le job au-dessus? Le job au-dessus, c'était responsable d'agence. Ok. Et on m'avait dit, bah oui, peut-être un jour tu seras responsable d'agence. Donc, C'était la carotte, quoi. je pense ils étaient honnêtes, hein, Ouais. mais c'était un petit peu la carotte et ce qui me faisait. Mais en fait, pourquoi faire? Pour gagner encore 500 euros de plus ou 1000 euros de plus, mais pour Ouais. avoir encore plus de responsabilités, pour. Horrible! En fait, ça me faisait même pas rêver. Alors qu'il y en a plein qui voudraient avoir une Ouais, promotion, je vois ce et que tu veux ça dire, faisait bien même sûr. pas rêver. Et je regardais devant moi, je me disais, ok, à l'aube de tes 30 ans, c'est ça ta vie, quoi. T'es trop fatigué pour sortir, t'as pas de vie perso, t'as pas de vie sociale, t'as beaucoup de responsabilités, tout le monde compte sur toi. Mon téléphone portable, des fois, j'avais 200 appels dans la journée. Incroyable. Ouais. Donc voilà, il y a un jour, le vase était trop plein et donc voilà, j'ai craqué.
C'est quoi, burn-out? C'est pas le Ouais, boulot? voilà. Ouais, voilà, c'est épuisement professionnel. Je préfère ce terme-là, même si burn-out, enfin, il y a plein de termes. Épuisement professionnel, parce que vraiment, j'étais épuisée, j'étais Ouais, t'as eu lessivée. un craquage. Ouais, Et... j'étais lessivée, je pouvais même plus faire le strict minimum, voilà. Lessivée. Donc, grosse douleur, quoi. À Ouais, partir. bah oui. Ok, donc là, t'en peux plus. Mais sinon, l'environnement de travail, c'était comment avec tes collègues? Est-ce que t'avais une bonne entente, manager bref, je sais pas, est-ce À que la, c'était cool? ouais, à la fois, j'avais une bonne entente avec certains, mais c'était un peu des relations toxiques, parce que tu as une bonne entente, mais justement, tu te sens un peu redevable, mais du coup, je sentais, en fait, En gros, c'est un peu le truc de je t'ai donné quelque chose, c'est ça. mais j'attendais quelque chose en retour. Ouais, c'est ça. Tu es un peu privilégié parce que tu as une bonne relation avec certaines personnes qui sont un peu plus dans la hiérarchie. Mais du coup, tu sais, Lydia, on compte sur toi. Hein, tu vois, eux, ils assurent pas, toi, t'es meilleur. En fait, on te passe la pommade. Et puis, j'en étais arrivée presque à détester les gens qui travaillaient moins que moi, alors qu'ils travaillaient déjà énormément. Mais voilà, on est dans un cercle vicieux qui rend pas heureux, quoi. Bah, moi, ce que j'ai appris de mon côté, c'est que si tu dis pas un objectif qui est fixé, que ce soit émotionnel, c'est-à-dire ben si tu fais ça, tu auras ça, mais qui est fixé dans le temps, c'est-à-dire qu'on en parle dans 3 mois à telle date, etc. Je trouve que c'est que des vagues à chaque fois, enfin, ça veut absolument rien dire. C'est pas parce que tu me dis, ouais, on va te faire évoluer, mais ok, quand, sur quel objectif, basé sur quoi? Et c'est comme ça qu'on manage en général. Ouais. Donc, ouais, je vois très bien. Et moi, dans mon cas, avec l'armée, c'était exactement ça. Oui. C'est-à-dire que je voulais apporter Donc, j'étais pendant 4 ans, ouais, météorologue dans l'armée de l'air. Donc, à la base, je voulais faire pilote de chasse et j'étais au contact des pilotes, métiers de etc. rêve, un peu. Ouais. Et en tant que météorologue, ben, j'essayais d'apporter des trucs dans notre science, etc., pour améliorer notre travail. Ils s'en foutent, complet. Oui. C'était insupportable et on me ramenait à ma chemise était mal repassée ou quelque chose comme ça, à des choses qui ne me Humiliant. définissaient pas en tant que personne. Mais ça, je supportais plus. Et à quel moment tu t'es dit, allez, je vais tenter autre chose? En fait, j'en étais arrivée à un point, donc j'étais épuisée, donc j'étais pas en mesure de penser, ni d'avoir un projet. En plus, c'est super Voilà, dur. t'étais en mode fatigue, il n'y a rien qui allait, quoi. Ouais, c'est super dur quand t'arrives à 30 ans, tu crois avoir construit quelque chose, en fait, tout s'effondre. Et tu te dis, d'accord, je recommence tout, je fais quoi? Ouais, t'étais en quête de sens, quoi. Ouais, là, t'as plus de sens, tu te dis, ok, entre 20 et 30 ans, t'essayes de construire quelque chose, tout s'effondre, et là, tu repars à zéro, tu vas où? Tu fais quoi pour faire quoi? Tes salaires, repartir à zéro. Ouais, c'est ça, repartir sur un poste de salarié qui a pas trop de responsabilités à 1400 €, quoi, mais enfin... Donc voilà, je suis partie. C'est la meilleure chose que je sais faire, prendre mon sac, partir. Et je me suis dit, bon, tu pars 3-4 mois et tu réfléchis quand tu reviens que si tu as un projet. Okay. Tu reviens avec un vrai projet béton. Et voilà, et pendant ce voyage, je me suis posé beaucoup de questions. Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu sais pas faire? Qu'est-ce que tu aimes faire surtout? Qu'est-ce que tu n'aimes pas faire? Qu'est-ce que tu veux plus? L'ikigai. C'est ça. Je sais pas si tu vois ce que c'est, l'ikigai. Non. C'est un concept japonais. D'accord. En gros, c'est plusieurs siècles, on peut peut-être l'afficher à l'écran, on insérera au montage, de ce que tu sais faire, de ce que le monde a besoin, de ce que tu peux être payé pour. Et en fait, au milieu, tu as ton ikigai. Et ton ikigai, en fait, c'est la symbiose de tout ça. En fait. Donc c'est là où, en général, la quête du concept japonais, c'est si tu arrives à avoir tous ces piliers à l'intérieur, c'est là où tu vas trouver ton ikigai et ton alignement sur la vie, quoi. Ouais. Donc c'est vrai, Ok. ça. Je l'ai fait sans même connaître ce concept, voilà. J'ai posé mon cerveau et puis j'ai posé les bases. Je savais pas, mais c'était les bases de mon futur projet. Et là, je me suis dit, bon, quand même, t'as jamais voulu être commercial à la base, mais t'étais pas trop mal dans ce que tu faisais. Donc, c'est quand même des compétences qui sont recherchées, puisque ça permet de développer une entreprise. C'est-à-dire que t'avais pas, en gros, tu t'as identifié que tu savais parler aux gens, que tu pouvais avoir, que tu savais parler de prix, parler d'argent, etc., quoi. C'est ça. Et même si c'était pas forcément un métier que je voulais faire, on m'a quand même fait remonter plusieurs fois que j'étais pas trop mal. Donc je me suis dit, bon, il y a une base. Mais ouais, souvent je dis dans les vidéos, ça c'est important ce que tu as dit, c'est qu'est-ce qu'on vous dit de vous?
Souvent, il faut écouter ce que l'environnement nous dit. Et si on nous dit, ah ben, t'es plutôt pas mal dans ça, prenez-le. Tu vois, ok, pourquoi il a dit ça? Comment, justement, je pourrais développer mes qualités professionnelles. Souvent, on dit, il faut, en pro, il faut améliorer ses défauts. Ouais. Et même dans la vie, etc. C'est important. Mais le plus important, c'est sublimer ses qualités. Oui. Et bon, voilà, c'était une petite aparté pour dire, c'est pour ça que je dis souvent, si on vous dit que vous êtes bon dans ça, soyez encore meilleur dans ça, parce que vous allez mettre des barrières à l'entrée à votre compétence. Et justement, c'est à ce moment-là que on s'est rencontrés. Ok. Donc, t'es arrivé au bon moment, on va dire. T'es arrivé au bon moment. Donc comment, justement, comment on s'est vu? On s'est rencontrés, je suis venue à Bon, je sais, mais c'est pour faire la petite histoire. J'avais entendu parler d'indépendant.co et du fait que tu aidais à faire la transition vers l'indépendance. Donc, indépendance, liberté, tu vois, ça a tilté dans ma tête. La petite Lydia, là, C'est derrière, ça. qui rêvait de liberté. C'est ça. Donc, j'en étais pas du tout à me dire que j'allais faire un projet, que j'allais devenir indépendante, mais je me suis dit, tiens, ça me parle, je vais aller voir, me renseigner, voilà. Et je suis venue à ta rencontre lors d'un event, tu te rappelles? Ouais, à Montpellier, Ouais, c'est au ça. château de Faubière. Ouais, c'était génial. Et en fait, je me suis dit, ouais, je viens et puis on verra, enfin, ça peut me donner des pistes. Et en fait, je suis ressortie en me disant, mais ça me parle vraiment, vraiment beaucoup. Vraiment, vraiment beaucoup. Trop bien. Mais est-ce que, justement, avant cet event, est-ce que tu cherchais toi de ton côté? Est-ce qu'il y avait vu que tu étais revenu du coup en France après ton voyage, tu t'es dit, bon, ben, j'imagine que tu t'es dit, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie professionnelle? Et est-ce que tu cherchais sur Internet avant ça ou non, t'es tombé sur moi et tu t'es dit, bon, pourquoi pas, quoi. En fait, je suis revenue de mon voyage, je t'avais dit tout à l'heure, je reviens pas tant que j'ai pas de projet. Bon, je suis revenue parce que j'avais plus de budget. Mais je me suis mis quand même, voilà, un objectif de me dire, voilà, tu trouves un projet. En fait, l'idée, c'était de trouver un projet et le salariat, c'était juste plus possible. Presque, j'en avais une peur bleue, quoi. Et je me suis dit, reprendre l'intérim à 30 ans, c'est bon, ça y est. Donc je me suis dit, il faut que tu trouves un projet. Et j'ai toujours voulu un peu, voilà, créer une entreprise, mais je savais pas. Mais j'avais déjà un petit peu cette piste. Mais Ok. voilà, je me sentais pas légitime, syndrome de l'imposteur. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais proposer quoi? Quelle offre? À qui? Comment je vais vendre ça? Quel prix? Enfin, je commençais à me poser des Ouais, questions. un classique, Et bien en sûr. fait, le peu de questions que je me posais, je me disais, mais t'es tellement loin de créer quelque chose comme ça, mais je me sentais pas du tout légitime. Mais c'était quand même dans ma tête. Donc là, Ok. j'étais en pleine interrogation. Quand on s'est rencontrés, j'étais en pleine interrogation. Et tout ce que tu proposes a résonné en moi. Ok, trop bien. Donc, tu as fait l'event à Montpellier. L'event à Montpellier, ça t'a du coup un petit peu aiguillé sur le chemin. Ouais. Savoir comment tu allais pouvoir gagner de l'argent par toi-même, Ouais. à créer ton entreprise. Comment ça s'est passé ensuite? Tu as pris un appel, je crois, avec l'équipe. C'est ça. J'ai pris un appel. J'ai hésité. Je me suis dit, ouais, bon, parce que des accompagnements, il y en a plein qui en proposent. Je me suis dit, bah, peut-être que ça va aboutir à rien. Voilà. Je me suis dit, bah, c'est pas grave. Un appel, ça coûte rien. Donc, j'ai pris un appel avec l'équipe. J'ai discuté de mon projet. On m'a posé des questions aussi pour savoir si mon profil correspondait à cet accompagnement. Donc, j'ai répondu de manière très naturelle, un petit peu ce dont on vient de parler aujourd'hui. Et puis, voilà, j'ai souhaité prendre le temps de la réflexion. J'en ai parlé autour de moi. J'en ai parlé à ma sœur, j'en ai parlé à ma mère. Et ça, justement, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Alors, j'ai la chance d'avoir une famille qui me soutient, peu importe le projet. Trop bien. Ça, c'est cool. En me disant toujours, en me posant les bonnes questions, quel est ton intérêt dans ce que tu veux faire et est-ce que tu es sûr? Et enfin voilà, en me posant plein de questions, j'ai ma sœur qui me donne toujours des très bons conseils. Et donc elle m'a dit, écoute, quand tu m'en parles, je te sens à nouveau heureuse et je sens qu'il y a quelque chose qui peut s'impulser. Donc franchement, vas-y. Vas-y parce que je pense que voilà, ça va te redonner un objectif. Ok. Et j'ai mon cousin qui est aussi indépendant. C'est vrai, j'ai un autre modèle, j'ai un cousin indépendant. Et lui, il m'a dit, les meilleurs investissements que j'ai faits dans ma vie, ça a toujours été sur les accompagnements et le renforcement de mes connaissances. Ouais, la formation t'élevée, quoi. C'est ça. Ok. Donc là, ça m'a conforté. Puis il m'a dit, des fois, j'ai investi dans des trucs, ça m'a rien apporté, mais c'est pas grave, je suis content d'avoir fait. Et des fois, j'ai investi dans des accompagnements, Ouais, dans faut des faire coachings. confiance au chemin, quoi. Voilà. Ok. Et il m'a dit, franchement, au milieu de tout ça, il y a toujours des choses qui m'ont apporté des... voilà. Ok. Et qu'est-ce qui a fait la différence
Pourquoi indépendant.co et pas un autre accompagnement? Déjà, toi. Je pense que quand tu te lances dans un accompagnement, il y a une question de feeling avec la personne qui va t'accompagner, c'est évident. Ouais, je pense aussi, ouais. Ton parcours m'a beaucoup rassurée. Le fait que tu viennes aussi d'un monde comme le mien, c'est-à-dire, voilà, tu as fait l'armée, enfin, tu avais un peu un parcours similaire au mien. Mhm. Donc, tu savais de quoi tu parlais. Et puis voilà, juste en discutant avec toi, avec ton équipe, j'ai senti que c'était authentique, pas... Enfin, voilà, il y a beaucoup de formations, d'accompagnement qui manquent d'authenticité pour moi, c'est mon avis. Mhm. Et toi, je sentais que c'était c'était authentique et que ça pouvait m'apporter Trop quelque bien. chose. Bah, écoute, Et je me suis dit, merci. dans tous les cas, même si je n'arrive pas de suite, moi je suis quelqu'un de persévérante, même si je n'arrive pas de suite à mon objectif, parce que j'y croyais pas, je me suis dit, m'inspirer de Victor qui a un parcours que j'aimerais avoir, ce sera toujours bon. Et justement, ça, c'est marrant. Qu'est-ce qui fait que tu croyais pas? Le syndrome de l'imposteur. C'est que tu avais besoin quoi, de le voir pour le croire. Tu avais besoin d'exemples, de gens, qu'est-ce qui... Non, c'est qu'on se sent jamais légitime. Oui, tu te dis, toi, Ouais. jamais tu arriveras à vendre quelque chose par toi-même. Deux parents salariés, Ouais, je vois. voilà. Enfin, on n'est jamais éduqué, nous, quand on vient d'un milieu où deux parents salariés, etc., on n'est jamais éduqué pour dire vas-y, tu vas réussir, tu vas créer ta boîte et ça, tu vas performer. On est toujours éduqué, prends un CDI, la sécurité, voilà, paye tes charges, paye ton loyer, mets un peu de côté. Mais on n'a jamais entendu ça. Vas-y, tu vas réussir à créer un truc de fou. Trop bien. Donc là, du coup, tu arrives chez indépendant.co. Mhm. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Déjà, j'apprends beaucoup de choses. J'apprends beaucoup de choses sur le monde de l'entrepreneuriat, comment créer une offre, comment trouver ses clients, etc. Et est-ce que, parce que nous, on accompagne surtout les gens sur l'état d'esprit, tu sais, syndrome de l'imposteur, etc. Est-ce que la partie qu'on fait souvent en début de formation, mindset, est-ce que déjà, toi, tu as eu un premier déclic, première motivation, ou tu étais déjà éduqué à ça? Oui, déjà, par ces modules de mindset, j'ai compris que tu t'adressais à des gens comme moi. Donc, je me sentais un peu comprise et je sentais que ton accompagnement était vraiment fait pour les gens comme moi. En fait, ce que je veux te dire, c'est est-ce que du coup, tu as vu que, en fait, ce module-là, on le fait vraiment pour se dire, ok, ben, on t'a appris à penser comme ça, mais voici comment un entrepreneur pense, D'accord. et voici comment un entrepreneur peut réussir, parce qu'en fait, il doit penser différemment de ce qu'on lui a toujours enseigné. Ok. Voilà. Donc là, tu t'es lancé, du coup, tu as appris tous les modules qui créent ton offre, comment trouver des clients, etc., etc. À partir de quel moment tu t'es dit, allez, c'est parti, je vais démarcher des clients? J'ai mis un petit temps avant de démarcher des clients quand même, parce que pareil, on veut se lancer, mais quand on n'a pas encore eu de clients, c'est la phase la plus dure. Hein. Moi, je trouve que voilà. C'est le premier client. C'est le premier client parce qu'on va se confronter vraiment à d'autres entrepreneurs. Syndrome de l'imposteur à fond. Heureusement que j'ai été accompagnée parce que je pense pas que j'y serais arrivée toute seule. Appeler des entreprises, leur dire bonjour, je vous propose ça. Ah bon? Et c'est là où ton accompagnement, au-delà des compétences que tu nous amènes, des connaissances que tu nous amènes, fait toute la différence. C'est le côté coach. C'est comment je peux le comparer? C'est, imaginons, on se met au sport. C'est bien beau de, par exemple, se mettre au tennis et on te dit, faut faire un coup droit. Mais c'est bien de te dire, ok, ça c'est bien, mais ça c'est pas bien. C'est ça. C'est le principe d'être coaché, quoi. Et le fait que tu accompagnes à 100% sur le premier client, ça permet de pas sauter sans filet, en fait. Et de se dire, c'est toujours stressant de faire de la prospection, de prendre son téléphone, de décrocher, voilà. Ou d'aller faire du réseau, etc. Mais on se sent un peu plus légitime quand on vend son offre à quelqu'un et qu'on se dit, mais est-ce que tu vas y arriver? Et derrière, il y a une autre petite voix qui dit, non, mais il y a Victor avec toi. Peu importe ce que tu vas faire, voilà, il y a Victor qui va te guider, donc vas-y, propose Trop ton bien. offre. Et donc, justement, qu'est-ce que tu as fait comme offre? Donc, toi, tu as été commercial. Je sais un petit peu, je connais, mais en gros, tu accompagnes aujourd'hui les entrepreneurs à faire plus de chiffre d'affaires
par le biais du marketing. Donc ça, c'est une offre qu'on a trouvée ensemble. Comment a répondu ton marché, tes premiers appels, comment ça s'est passé, quoi? Voilà, donc on était partis du constat tous les deux que ma compétence à mettre en avant, c'était le développement commercial. Et tu m'as aiguillé vers proposer une offre, non pas dire bonjour, coucou, je fais du développement commercial avec un peu de marketing, je fais ça, mais tu m'as vraiment appris à répondre à une douleur. Donc bonjour, vous êtes une entreprise, vous avez besoin de clients, je peux vous en amener. Ok. Et ça a fait toute la différence parce que quand j'en ai parlé de suite, ah oui, nous, on recherche des clients. Oui. Donc voilà. En plus, je crois que tu accompagnes des artisans. Ah, c'est ça. Ouais, si tu dis au début, bonjour, je fais du développement commercial, qu'est-ce que c'est ça? Ils vont me raccrocher au nez. Mais ne serait-ce que prospection téléphonique, j'avais déjà fait, mais voilà, en étant dans mon ancien métier, donc tout c'est complètement différent. Je décroche mon téléphone, oui bonjour, je m'attendais à me faire envoyer sur les roses, mais tu m'avais guidé, donc oui bonjour, je vous aide à trouver des clients, etc. Ah oui, je veux vous rencontrer. Je me suis dit, mais incroyable. C'est comme ça que ça marche. Il veut me rencontrer. Et c'est vrai que si j'avais appelé, comme tu dis, en disant, oui coucou, je fais du marketing, les artisans, mais ils en ont rien à cirer. Donc voilà comment ça s'est fait. Trop bien. Est-ce que tu peux nous parler de ton premier rendez-vous, peut-être? Alors, ma première cliente, ça a été, c'est toujours une esthéticienne. Donc, je suis allée la voir. Je lui ai dit, voilà, vous avez sûrement une saisonnalité dans votre planning. Donc, c'était en physique, hein? Voilà, c'était en physique. Donc, premier échange au téléphone. Je vous aide à trouver des clients. Elle m'a de suite dit, mais venez, oui, j'étais pas loin. En plus, comme ça a aidé de dire que j'étais pas loin. Oui. Donc, elle m'a dit, c'est bien prospecter. Voilà. Localement. La technique de l'escargot. Ouais. Et donc, elle m'a reçue, elle m'a dit, mais on n'a que 20 minutes parce qu'après, j'ai une cliente. Je dis, oula, petite pression. Et je lui dis, voilà, comme tu m'avais conseillé de faire, vous avez sûrement une saisonnalité. Je savais à peu près que dans ce domaine, en été, ça marche fort, en hiver, pas du tout. Donc, je dis, voilà, moi, je réponds à votre besoin de remplir votre planning en hiver. Elle m'a dit, c'est génial. En plus, je viens de recruter une salariée. J'arrive pas à lui remplir son planning parce que mes clientes, elles sont toujours fidèles, j'arrive pas à toucher de nouvelles clientes. Donc, j'ai besoin de remplir son planning. On va tester sur 3 mois. Ok. Et là, tu avais une proposition commerciale en tête? Tu avais quelque chose? Alors non, parce que pas au premier rendez-vous, j'ai pas amené une proposition commerciale. Grâce à tes conseils, j'ai pris toutes les infos et je suis rentrée à la maison et je t'ai appelé. Et tu as fait, gros, une grosse étude des besoins. C'est ça. C'est ça. Et je t'ai appelé, on a construit la proposition commerciale ensemble, cohérente avec le marché. Donc ça m'a beaucoup aidé aussi parce que d'arriver à proposer un devis à quelqu'un alors qu'on n'a jamais fait ça de sa vie. Oui, c'est pas quel prix, etc. Et puis pour le vendre après, parce que de suite quand on parle de prix, on se sent moins à l'aise, donc la personne le ressent. Et là non, je suis allée avec une bonne proposition commerciale. Je lui ai donné beaucoup de valeur à ce que j'allais faire. Donc là, tu as exposé ce que tu allais mettre en place dans son entreprise. Voilà, ce que j'allais mettre en place. Les résultats attendus, même si je fais jamais de promesses, mais je lui explique à peu près ce qu'elle peut attendre comme résultat. Et voilà, je lui ai proposé. Ok. Et là, elle a dit... Elle a dit ok, je vais réfléchir. Je me suis ok, au revoir. J'avais fait une petite erreur, j'avais pas refixé de rendez-vous, mais je t'ai appelé, tu m'as dit non, rappelle-la, refixe un rendez-vous, etc. Voilà, ton accompagnement, encore une fois, a permis d'avoir un R3 et au R3, elle m'a dit ok, c'est bon, on y va. R3, troisième rendez-vous. Troisième rendez-vous. Elle m'a dit ok, c'est bon, on y va. Bon, voilà, un truc de fou. Trop bien. Et là, un devis à 900 €. Ok. Déjà, ça change des indépendants qui font des missions à 300 €. Voilà, pour le démarrage. Et après, tous les mois, je lui facture, ça dépend de la prestation, mais je lui facture entre 500 et 1000 €. Ok, d'accord. Et ça, petite curiosité, ça te prend combien de temps à gérer par semaine? Là, aujourd'hui, en fait, au démarrage, pour la mise en place, ça me prend une semaine à temps plein, que je facture 900 €. C'était au début. Maintenant, voilà, mes prix ont évolué avec mes compétences. Et puis après, là, aujourd'hui, de gérer ces campagnes, ça me prend 1 heure par semaine. Ça me prend 1 heure par semaine. Ne regarde pas cet épisode. Regarde pas. Trop bien. Et donc, tu disais, tes prix, ils ont évolué. Maintenant, un même setup, je sais pas si tu veux les communiquer, etc. Le même setup, en fait, ce que je veux faire ressentir, c'est... Le prix de quelque chose n'est pas lié à la presta que tu fais, c'est lié à la compétence, tout simplement.
Maintenant que j'ai des demandes entrantes, donc je vais plus forcément les chercher, puisque le bouche à oreille se fait. Ouais, ça, on va en parler. Voilà. Le setup, je le facture à 1 400 € aujourd'hui, Ok. en 4 mois. Ok. Et vu que les gens, ils viennent, maintenant, ils disent oui direct. Oui. Au R0, téléphone. Avant, en fait, le processus de vente, c'était prospection téléphonique. Premier rendez-vous, voilà, j'explique un petit peu ce que je fais, je prends les besoins. Deuxième rendez-vous, je propose voilà, mon offre. Troisième rendez-vous, on signe ou pas, mais voilà, en quatre phases. Aujourd'hui, j'ai des appels entrants. On fait un rendez-vous en visio. Je fais ma petite présentation de mon activité en 10 minutes. Plus besoin de prendre ta petite voiture et... Non. Je réponds à leurs questions. Je leur demande leurs besoins, pourquoi ils m'ont contacté. Je leur fais la proposition en direct parce que mes prix sont transparents. Et puis, c'est parti. Dans 80-90% des cas, ils signent. Et si c'est pas le cas, c'est pour plus tard parce que c'est des appels entrants. Ouais. C'est beaucoup plus Ça facile. crée après, ça crée une... Le taux de transformation est plus facile. Bon, et du coup, maintenant, donc ça, c'était le pro, c'était les chiffres. Mais émotionnellement, qu'est-ce que ça t'a fait d'avoir signé ton premier client, d'avoir basculé sur un deuxième client, etc. Est-ce que tu t'es dit, ça y est, c'est bon, j'ai compris? J'y croyais pas trop au début. Je me suis dit, c'est cool, je vais avoir une cliente. Et puis après, il faut que ça fonctionne aussi. Il faut que ce que je mets en place, ça fonctionne pour elle. Donc, petite pression, grosse pression même. Mais bon, encore une fois, allô Victor. Tu m'as beaucoup rassuré là-dessus aussi. Syndrome de l'imposteur, même quand ça commence à fonctionner, on se dit mais à quel moment ça va s'arrêter pour cette cliente. Et puis après, du coup, ça permet d'aller plus en confiance aussi, faire du réseau, de la prospection. Et puis après, j'ai développé maintenant le domaine de l'artisanat où il y a un fort besoin. Donc toi déjà, ce que tu as fait dans tes canaux de prospection, c'est que tu as commencé par les appels pour aller directement au marché. Ouais. Mais tu as aussi, je crois, fait des réseaux d'entrepreneurs. Ouais, j'ai fait des réseaux d'entrepreneurs. Donc une fois que j'avais mes premiers résultats... Peut-être tu peux expliquer c'est quoi? Oui, des réseaux d'entrepreneurs, c'est une adhésion à un réseau, il y en a plusieurs. Et puis en fait, on se rencontre. Et ce qui est bien, voilà, pour moi, c'est que tout le monde cherche des clients, donc je réponds à leurs besoins. Quand ils viennent réseauter, je réponds de suite à leurs besoins, donc c'est plus facile pour moi. Mais c'est toi qui m'avais suggéré ça. C'était une super idée. Donc, du coup, pendant une demi-journée, je rencontre plein d'entrepreneurs. Voilà, j'expose un petit peu mon offre. Et puis, ça permet d'avoir des rendez-vous derrière. Trop bien, ok. Donc, pardon, je reviens sur la partie plutôt toi en perso. Quand, justement, tu as développé ton activité, c'était quoi ton mood Enfin, est-ce que tu as eu un déblocage mental sur les croyances limitantes? Est-ce que tu t'es dit, ça y est, je vois ce que je vais faire sur au moins les 5 prochaines années? Oui, parce que bon, là, ça a commencé à fonctionner pour elle, mais il faut du temps, le temps que voilà, le train se mette en marche. Et puis, on a fait le bilan au bout de donc 1 mois et demi, 2 mois de collaboration. Donc, moi, j'étais en phase de chercher d'autres clients. Ça commence à marcher pour elle et on fait le bilan. Donc voilà, elle me sort les chiffres. Elle a fait 10 000 € de chiffre d'affaires en 1 mois. Je me suis dit, c'est moi. donc là, je me suis dit, ah oui, mais en fait, c'est ce que je veux faire, quoi. Parce que c'est super satisfaisant. Et ça, ce que tu dis, c'est hyper important, parce que je veux le souligner. On n'est pas rémunéré au temps passé sur un client, on est rémunéré à la valeur créée pour un client. Donc ça, c'est vraiment la base de l'entrepreneuriat. Il faut décorréler le temps passé client à la valeur. Il y a des gens, ils facturent des conférences, on peut le voir avec des stars comme, je sais pas moi, pas des stars, mais même Barack Obama. Je crois que c'est des centaines de milliers d'euros, 1 heure de conférence. C'est juste parce qu'on le veut lui et il va apporter énormément de valeur parce que c'est lui qui le dit. Donc voilà, bref. Je voulais faire une aparté, c'est sûr que ça c'est hyper important dans vos offres de réfléchir pas au temps passé, mais à la valeur créée. Je parlais avec ma cliente, elle s'en fout que je passe 5 minutes ou 1 semaine à travailler sur son projet tant que l'argent rentre pour elle. Enfin, elle me demande jamais de compte. Juste, voilà, que le travail soit bien fait, qu'elle n'ait pas besoin de gérer. Voilà, j'ai une offre clé en main. Elle n'a rien besoin de gérer et les clientes viennent à elle, les nouvelles clientes. Elle va même embaucher une 2e salariée. Alors que je l'ai rencontrée il y a 6 mois maintenant, elle ne savait pas comment occuper la première.
Donc là, elle m'a dit, mais solide, la relation. Faut qu'on signe sur du long terme. Et là, je me suis dit, ah oui, c'est satisfaisant. J'ai de la reconnaissance. Et puis voilà. En général, l'entrepreneur qui gagne de l'argent, il est content. Ah ben, voilà, déjà, je gagne de l'argent et puis même. Non, mais même elle, tu sais, Ouais. en vis-à-vis de toi, en Bah, général, là, c'est oh, trop bien ce que tu fais. C'est ça. Et puis je lui fais gagner du temps parce que du coup, c'est des actions qu'elle a à mener en moins pour trouver de nouvelles clientes. Donc je lui fais gagner beaucoup de temps et de l'argent. Donc là, elle est super reconnaissante. Tout ce qu'elle a besoin, ouais, bien sûr. C'est ouf. Mm. Ok, donc ça se passe plutôt bien pour toi. Mm. Est-ce que tu as eu des doutes? Est-ce qu'il y a un moment où il y a eu un down ou en fait ça a fait que monter, que monter? Ça a fait que monter parce que j'ai une croissance très rapide. Maintenant, les doutes, c'est à chaque client un doute. J'en suis à voilà, j'ai signé quelques clients. Je viens de signer mon 15e client et à chaque client, j'ai un doute de me dire c'est fou comme on est matrixé quoi. Ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Oui, ce syndrome de l'imposteur Ouais. qui est au fond de nous. Ouais, Avec lui, ça va pas marcher. Et après, je commence et ça marche. ouais parce que tu es persévérante. Jusqu'à maintenant. Et puis des fois, ça n'a pas marché, mais j'ai mis en place des solutions pour que ça marche. Il n'y a rien de magique. Hein. Parce que tu disais au début, toi, justement, ouais. Qu'est-ce qui fait que, par exemple, toi, tu as réussi et il y a des gens qui se lancent, ça marche pas? Tu penses? De mon point de vue, déjà, le fait d'avoir quelque chose de solide, à penser ce qu'on va proposer et comment on va le proposer, et c'est surtout parce que le nerf de la guerre... Avoir confiance en son offre. Voilà, le nerf de la guerre, c'est comment je vais trouver des clients, comment je vais faire rentrer de l'argent pour mon business. Donc déjà, le fait d'avoir une offre cohérente avec un marché, ben, ça permet d'aller trouver des clients plus facilement, et c'est sans clients, il n'y a pas d'entreprise. Mmh. Donc, le fait d'avoir une offre qu'on a construite ensemble, solide, et après la persévérance, parce que je te disais tout à l'heure, le plus dur, c'est le premier client. J'en ai pris des portes. Là, je parle de elle parce que ça a fonctionné. J'en ai pris des portes au téléphone, j'ai fait des premiers rendez-vous, on m'a dit non mais, enfin, moi je veux pas de ça, je m'en fous du marketing. Alors que voilà, je pensais avoir bien expliqué. J'ai fait des fois 3-4 rendez-vous, des relances. On m'a dit, je travaille avec vous. On m'a plus répondu. Donc ça fait partie du chemin. Mais si je m'étais arrêtée là, ben... Ouais, en gros, là, quand tu as pris ta porte, donc forcément, quand tu remontes dans ta voiture ou tu raccroches le téléphone ou quoi, là, tu prends un down émotionnel. C'est horrible. Mais qu'est-ce qui a fait que tu... Allez, vas-y, vire-toi. Comme je t'avais dit déjà, je m'étais mis dans un mood où j'avais pas le choix, parce qu'en fait j'avais plus de rémunération quand j'ai commencé à prospecter 2 mois après, plus de rémunération, donc déjà voilà, on trouve. Ouais, rémunération, tu parles de Pôle emploi, chômage, etc. Tout à fait, voilà, j'avais plus de Pôle emploi, pardon. Donc 2 mois après, j'avais plus de Pôle emploi, donc je me suis dit t'as pas le choix en fait. Dans 2 mois t'as 2 ou 3 clients, ou alors dans 2 mois t'es salarié. Et tu penses que ça a été bénéfique pour toi d'avoir une deadline comme ça? Oui. Ouais. Oui, parce que quelques mois avant, j'avais de la visibilité sur ma rémunération Pôle emploi. Donc je me disais, je repoussais le truc. Je vais pas prospecter, je vais d'abord... tu sais, tu trouves plein d'excuses. Je vais d'abord faire ça, je vais d'abord mettre en place ça, je vais d'abord faire mon site web. Logo. Mon logo, je reviens sur mon logo, c'est pas la bonne couleur. Ma carte de visite, non, j'en fais une autre. Et en fait, quand tu te dis, attends, dans 2 mois là, je suis salarié si j'ai personne. Donc là, ça aide. Ça aide. Et comme je t'avais dit à ce moment-là, j'avais eu moi le déclic de me dire, bon, allez, là t'envoies, c'est maintenant ou jamais en fait. Ok. Je t'avais dit, là, je vais trouver 20, 30, 40 rendez-vous s'il faut pour décrocher mon premier client. Et tu m'avais dit, non, mais tu vas en trouver un. Si tu as 30 rendez-vous, je dis, je sais pas, mais même si je dois en faire 100, j'avais la niaque. En fait, Ouais, c'est ce qui fait toute la différence. En gros, tu avais un pourquoi à l'intérieur de toi qui était tellement fort que ton pourquoi, il te drivait tous les matins et tu savais ce que tu allais faire dans la journée. Tu allais absolument tout faire pour avoir du rendez-vous. C'est ça. Et j'avais tellement eu de douleur à être salarié que la douleur, au-delà du fait que j'avais plus de rémunération dans 2 mois, c'était tu vas. En gros, tu avais la prospection devant toi, le salariat derrière toi, tu as dit « Oh là là, je continue devant toi ». À plein fer dans la prospection. C'est ça, exactement. Ok. Trop bien. Et donc, tout s'enchaîne. Tu commences à avoir tes... donc là, c'est... combien de temps après tu as signé ton premier client quand tu as rejoint indépendant.co?
3 mois après. 3 mois après? Ok. Ouais. 3 mois après, donc j'avais commencé à faire de la prospection. En fait, entre le début de la prospection et mon premier client, il m'a fallu environ 2 mois. Ok. Et ensuite, ça s'est enchaîné. Tu penses que ça aurait pu être plus rapide? Oui, si j'avais pas repoussé. Ouais. Non, pour toi, c'est que des barrières mentales, quoi. Oui, c'est que des barrières mentales et voilà, on en a parlé plusieurs fois. Tu m'avais dit, vas-y, lance-toi. Et puis, au pire, ce sera de l'expérience en prospection. Et je trouvais des excuses. Je trouvais plein d'excuses. Ok. Et maintenant, où est-ce que tu en es? Maintenant, donc, je viens de signer mon 15e client. Incroyable. Incroyable. Ça fait maintenant 4 ou 5 mois que j'ai signé ma première cliente. Donc, incroyable. Ouais. Je suis obligée de freiner les appels entrants, de leur Trop dire. de clients, voilà. Ben ouais, en fait, je veux faire de la qualité, donc je veux pas. Bien sûr. Je leur dis pas, je prends pas de clients, mais déjà, je sélectionne un petit peu les entreprises avec lesquelles je veux travailler. J'en suis là, c'est cool. C'est beau. Et je leur dis, maintenant, j'ai un délai d'attente de bientôt 2 mois, donc je leur dis juste, on attend un petit peu pour faire de la qualité. Après, Ouais. ils le comprennent. Hein. Donc voilà, tu arrives justement à ce que je dis toujours. Donc, déjà, tu me disais en off, presque les 10 000 euros Oui. de contractés. Ouais, ce mois-ci, j'y crois toujours Ça pas y non est, plus. trop bien. Puis c'est la barrière un peu qu'on se dit, Ouais. si un jour j'arrive à faire ça. Le SMIC LinkedIn, Ah ouais, le fameux. Trop bien, félicitations à toi. Merci. Et bien évidemment, j'ai été là sur le chemin, mais tout le mérite revient à toi. Il faut que tu en sois consciente que c'est grâce à toi et c'est ta personne qui a fait tous ces rendez-vous, etc. Donc, trop bien pour toi. Donc là, en gros, sur ton année 2025, tu vas essayer de standardiser ça. Un peu d'avoir ce côté, ça y est, j'ai absorbé du client. Maintenant, il faut que je standardise pour essayer de pas dans 3 mois de retomber un chiffre d'affaires à 2 000 euros. C'est ça. Essayer de garder ce plafond. Quoi. Là, forcément, le mois prochain, je pense pas que je ferai le même chiffre d'affaires et c'est normal. Au début, ça peut pas être, c'est pas magique. Mais mon objectif, à la base, mon objectif début 2025, c'était atteindre les 10K à la fin de l'année, progressivement. J'ai atteint mon objectif maintenant. Maintenant, mon nouvel objectif, j'ai pas l'objectif de faire 100 000 K à la fin de l'année parce que voilà. Mais de stabiliser. Effectivement, je vais recruter. Je vais recruter là en juillet parce que j'ai besoin de me faire aider aussi. Il y a une charge de travail qui nécessite. T'as pensé à quoi pour le recrutement? J'ai pensé à quoi, c'est-à-dire? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais prendre un alternant. Ok. Voilà, parce que au moins ça me permettra aussi de former. Moi, j'ai toujours aimé former, accompagner, transmettre. Et au moins, je pourrais manager à ma manière et non pas à la manière dont vous voulez que je manage précédemment. Tu sauras dire merci, toi? Voilà. Et j'espère. J'espère, si mon futur alternant voit la vidéo plus tard, qu'il n'hésite pas à me Tu vas faire avoir plein de demandes. Moi. Je l'ai déjà trouvé. Super. Un super gars, voilà. Donc j'espère que ça va le faire. Il est déjà en formation là, il a commencé, puis il me rejoint normalement, si tout se passe bien, en juillet. Trop bien. Trop bien. Donc objectif stabilisé, et puis après la croissance. Là, justement, tu vas arriver sur le dernier module que nous on fait sur indépendant.co, que moi j'ai pu le faire avec mes boîtes, etc. C'est de passer d'artisan, c'est-à-dire de tout seul dans sa boîte, à chef d'entreprise. Et là, c'est un autre game, en gros, dans l'entrepreneuriat. C'est, comment je fais pour aller atteindre, quand on est une agence ou quelque chose comme ça, les premiers 20, 50, 100 000, c'est des processus qu'on doit mettre à l'intérieur. Je te parlais tout à l'heure de standardisation. Ouais. Tu es obligé de standardiser. Tu es obligé d'avoir des offres qui sont claires pour pouvoir les vendre en masse et pouvoir les déléguer dans une équipe où tout est processisé pour que ça soit le plus fluide possible. Donc ça, c'est la prochaine étape. Ouais. Si on a envie. Pourquoi? Parce que le scaling, c'est toujours très inconfortable. Oui. Le scaling, c'est augmenter son chiffre d'affaires de façon plus ou moins exponentielle, mais c'est toujours inconfortable parce qu'il y a des gens, par exemple, ils n'aiment pas l'humain, ils n'aiment pas le recrutement. Donc s'ils veulent faire leurs 10 000 par mois, de leur côté, c'est très bien aussi. Pourquoi? Parce que quand vous allez augmenter votre chiffre d'affaires, vous allez augmenter vos charges aussi. Oui. Et du coup, ce que vous gagnez à la base, vous n'allez pas forcément gagner plus après. Vous allez gagner plus une fois que vous aurez terminé le niveau d'après, qui est la standardisation, le recrutement, etc. Donc c'est ça qui est inconfortable. Oui. Et on se retrouve dans des situations où, purée, j'ai beaucoup plus de travail, beaucoup plus de charge mentale, mais à la fin, je gagne absolument la même chose. Et ce qu'il faut parler aussi dans l'entrepreneuriat, c'est que les gens, ils vendent un chiffre d'affaires,
mais on devrait parler tous les jours en marge, tu vois. Eh oui. Combien tu fais de marge tous les mois. Donc voilà, ça va être les prochains défis qui vont t'attendre. Oui. Ce sera là pour t'accompagner. Pour moi, déjà, tu as 2 verticales. Tu as la verticale et horizontale. Horizontale, c'est prendre plus de clients. Et verticale, c'est augmenter les prix et offrir justement quelque chose de transformationnel à tes clients. C'est-à-dire que comment tu fais pour ton setup aujourd'hui, que tu vends 1400 €, mais que tu puisses vendre 3000, 5000 avec encore plus de livrabilité, plus de reconnaissance, etc. Donc ça va passer par plein de choses, améliorer son offre en continu. Ça, c'est le plus important pour que les gens, en fait, dans ton marché, ils disent « Elle, c'est un truc de fou ce qu'elle fait, va la voir. » Voilà. Ça, c'est le plus important. C'est quoi ta journée type aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais? Bah, journée type aujourd'hui. Mon petit luxe, c'est de me réveiller à l'heure que je veux. Ah, trop bien. Bon, je suis pas quelqu'un qui fait des grasses maths, je me réveille entre 7h et 9h, grosso modo, mais de me dire, sauf quand j'ai rendez-vous, mais demain, T'es pas à 10 minutes près, quoi. demain, je mets pas de réveil. Après, bien sûr, le soir, hier, je travaille jusqu'à minuit. Ouais. Bon, c'est comme ça. Donc tu l'as choisi, quoi. Je l'ai choisi. Si j'ai envie de me lever plus tôt et de finir plus tôt, je le fais. En fait, voilà, je travaille d'où je veux. Ouais, c'est la flexibilité qui te fait kiffer aujourd'hui, quoi. C'est ça, je travaille d'où je veux. J'ai la chance d'être dans le sud de la France. Je vais sur une table de pique-nique, partage de connexion, à côté de l'étang de Thau. Voilà, je travaille de là-bas si je veux. Trop bien. Ça commence à être les beaux jours, voilà, c'est cool. Donc une journée type, c'est beaucoup de travail, mais de là où je veux et à l'heure que je veux. Ouais, souvent les gens qu'on accompagne, ils veulent pas moins travailler. Ils veulent travailler, mais pour qu'il y ait un sens C'est ça. et que, pour toutes les libertés. Ouais, c'est ça. Et si on me propose un truc, jeudi on va à la plage. Oh, j'ai pas de rendez-vous jeudi, bah ok, bon, j'ai une tonne de travail, mais je le ferai jeudi. Je procrastine. Voilà, je le ferai jeudi soir, je le ferai samedi, dimanche soir, voilà. Oui, ça te dérange pas de Voilà. d'aménager comme Il ça. pleut dimanche, je vais à la plage jeudi, c'est pas grave. Ouais, trop bien. Voilà. Un voyage de prévu? Oui, demain. Ah, c'est demain que tu pars. Ouais, non, mais je vais me faire un petit week-end là parce que je le mérite. Mais Toujours se récompenser, ouais. très important. Ouais, parce que là, voilà, on est toujours dans ces objectifs court terme, moyen terme, long terme. Mais là, voilà, hein, c'est épuisant aussi des fois de beaucoup Et travailler. surtout, on revient plus fort. C'est ça. Les gens, on n'en parle pas assez, je le trouve, hein, pour moi, mais le repos, c'est comme quand on fait du sport. Ouais, c'est ça. On peut faire du sport tous les jours, mais on est ultra fort quand on a fait 2 jours sans sport. C'est ça. Par exemple, avant un marathon, on s'en fout pas un marathon la veille. Non. Voilà. Donc là, c'est exactement pareil. Quand on a des grosses échéances de travail, etc., c'est bien de couper, de faire ce qu'on... Et puis la vie, c'est kiffer aussi. C'est ça. On fait ça pour kiffer. Donc, C'est ça. Et en fait, parce que là, voilà, j'ai beaucoup de boulot. Mais couper 4 jours, ça me permettra la semaine prochaine d'être beaucoup plus productive et de me rappeler aussi pourquoi je fais ça. Parce que c'est bien de travailler, de gagner de l'argent, etc. Mais des fois, voilà, quand c'est un peu dur physiquement et psychologiquement, parce qu'on a d'autres problèmes après. Hein. On a des clients, voilà, donc on gère des problématiques, des urgences. Mais c'est les problèmes que tu as choisis. C'est les problèmes que j'ai choisis et de me rappeler pourquoi je le fais. Donc ces 4 jours, ça va me permettre de me ressourcer, de me rappeler pourquoi je fais tout ça. Et après, mon projet perso moyen terme, c'est l'hiver prochain de pouvoir travailler peut-être au soleil pendant un mois, je sais pas. Mais en fait, le cerveau, il aime rien faire de base. Mais oui. Mais il y a toujours un truc, moi, il y a une phrase qui m'a servi quand je galérais au début, comme toi. C'était, bon, t'as réussi plus vite que moi, j'ai réussi. Moi, j'avais personne pour m'aider. Oui, c'est pour Donc, ça. j'ai bien galéré au début. Et en fait, je me disais, OK, t'as 2 choix. Premier choix, c'est continuer ce que tu fais, construire quelque chose, etc. Mais pour toi, soit tu retournes dans le salariat et toutes les heures. Mais en fait, rien que me poser la question, c'est « Oh ouais, c'est bon, je vais continuer. Oui, clairement. En fait, toujours se dire ça, c'était de se me dire « Mais non, je préfère largement faire ça. Mais ok, j'ai des problèmes, mais c'est des problèmes que j'ai choisis. » Tout à fait. Et donc, des fois, bien évidemment, tu te dis, même encore maintenant, je me dis « Ah, c'est dur, etc. » Mais il y a plein de moments où je me dis, quand je vois mon entourage, mes meilleurs potes qui vont taffer, qui racontent leurs problèmes à table, etc., je me dis « Putain, j'ai tellement plus ça, moi. C'est ouf. » Mais c'est ça. C'est qu'on a vite tendance à plus se rappeler, hein, mais Ouais. d'être confronté à des personnes qui ont ces problèmes qu'on avait. Les réveils à 7h, etc. Moi, réveils je à m'en 7 souviens, heures, les réveils à 5h. Les bouchons. Les les bouchons.
Aujourd'hui, mes clients, on se fixe un rendez-vous. Ok, par contre, je viens à 11h parce que vous êtes en plein centre-ville de Montpellier, je veux pas de bouchon. Il me dit, oui, y a pas de souci. Mais va dire ça à ton patron. C'est pas possible. Ouais, de ouf. Et toi, personnellement, est-ce que tu trouves que tu as repris le contrôle sur ta vie? Qu'est-ce que ton entourage redit de toi aujourd'hui? Ta famille, tu disais, par exemple, ta sœur, tu lui as confié que tu avais presque atteint les 10K ce mois-ci. J'ai pas encore dit. J'arrive tellement pas à le croire, en fait. Ok. J'ai peur que tout s'arrête à tout moment. Ok. Donc, toujours ce syndrome de l'imposteur. Ouais, toujours syndrome de l'imposteur. Je me dis peut-être c'est trop beau pour être vrai. Le mois prochain, j'ai plus de clients, j'en sais rien. Enfin, voilà. Ouais, bon, encore une fois, le mérite. Félicitez-vous, c'est important. C'est ça. Parce qu'en fait, le problème avec ça, et moi je l'ai eu souvent, c'est qu'en fait, on profite jamais du chemin. C'est que vu qu'on est tout le temps dans la peur du lendemain, eh ben, on se dit jamais, putain, je suis fier de moi. Et c'est bien tu vois, de faire une conscientisation, et ils le disent souvent dans les bouquins de dev perso, etc. Mais juste de faire une conscientisation du chemin parcouru, de se regarder dans le miroir, se dire, putain, c'est ouf ce que tu as fait aujourd'hui, c'est ouf ce que tu as fait hier, tu vois. C'est dire, c'est bien quand tu as fait ça. Moi, des fois, je dirais un débile, hein, mais je regarde dans le miroir, tu vois, Victor, quand tu as fait ça, c'est vraiment bien. Et je me regarde. Et oui. Et en fait, ça me fait plaisir, ça me donne un peu de confiance en moi, de gratification, et de me dire, ok, c'est bon, je sais qui je suis bien dans les baskets, allez, c'est reparti, une nouvelle journée. Moi aussi, je suis une pro pour m'auto-flageller, me dire, putain, t'as réussi plein de choses, mais tu le vois pas, mais t'as raté ce petit truc. Et là, tu te dis, attends, et ça fait du bien de se dire, attends, il y a 6 mois en arrière, tu gagnais 0, quoi, de ton activité. T'avais 0 client, enfin voilà, ça fait du bien de se le redire aussi des fois, et ça redonne confiance en toi de dire, effectivement, voilà, t'as raté cette petite chose, par contre, voilà tout ce que t'as réussi. Et il faut savoir le faire, c'est pas forcément facile. Pour en revenir à mes proches, j'ai du mal à leur exposer mes réussites. Non pas que l'argent soit tabou, mais quand tu as des proches qui sont salariés, etc., c'est difficile, moi, je trouve, de mon point de vue, de venir de dire « Ouais, coucou, j'ai réussi ce mois-ci, j'ai facturé tant. » Je suis pareil, j'ai beaucoup de mal à en parler. Voilà, j'ai travaillé qu'1 heure par semaine pour ce client, j'ai facturé 3 000 €. Enfin, voilà, j'ai un peu de mal à en parler. Je pense que leur rappeler leur propre douleur aussi, donc c'est pour ça que j'ai du mal à le faire. Et puis j'en parle tellement pas que j'ai ma mère qui me dit encore tout le temps, bon, j'espère que ça a marché pour toi. Non mais ça va. Mais voilà, mes proches, je pense qu'ils réalisent pas forcément. Mais parce que encore une fois, j'ai peur aussi de tout. Oui. Et puis, enfin, tant que ils sont rassurés, tout ça, etc. Des fois, une réussite, je dis, c'est humble aussi de se dire, tant que je suis à l'aise avec moi-même, et justement, être à l'aise déjà avec sa réussite, soi-même, c'est déjà bien. Et après, le dire aux autres et tout, à quoi bon, tu vois, c'est pas le plus important. C'est ça, et puis moi, ma plus belle réussite, oui, gagner de l'argent, c'est cool, gagner plus que ce que je gagnais avant, c'est trop bien, mais c'est surtout la liberté, quoi. Voilà, ça, c'est ma plus belle réussite. Ça a beaucoup plus de valeur que ce que je facture à mes clients. Si tu avais un truc à dire, justement, à la Lydia il y a 2 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Ouf. Quand elle était dans le mal. Ouais. Qu'est-ce que je lui dirais? Je dirais, t'inquiète, ça va bien se passer. Ouais, crois en toi. Fais confiance au chemin, comme tu disais. Il y a quelque chose qui va t'arriver de bien, donc profite de chaque moment, parce que la vie, ça passe très vite. Profite de chaque moment. Quitte le salariat, t'as raison de t'écouter, parce que c'est angoissant, hein. C'est super angoissant de se dire, ok, je quitte ça, mais pourquoi? Donc je lui dirais, ouais, écoute-toi. Écoute-toi, écoute ton corps qui te parle, qui te dit qu'il n'en peut plus, écoute tes émotions Je me reconnaissais plus, moi, il y a 2 ans, j'étais aigrie, laisse tomber. Et écoute-toi. Trop bien. Ok. Moi, dans mon cas, je dirais au Victor qu'elle était militaire, qui était un milieu très fermé. Moi, je suis rentré à l'armée à 16 ans, donc c'est très fermé, j'ai vu que ça, etc. Je dirais ouvre-toi. Le plus beau truc, c'est écouter les opportunités, regarder ce qu'il y a autour de soi. Le monde aujourd'hui, pour moi, il est truffé d'opportunités, mais il y en a partout. Et par contre, attention à l'objet brillant. C'est une fois que vous avez choisi l'opportunité, faites-le bien. Oui. Faites-le bien et vous dites pas « Ah, ça c'est mieux, ah, ça c'est mieux ». Parce que tout est mieux. Oui. C'est juste le temps que vous allez passer dessus, quoi. Ça, c'est très vrai parce qu'on voit des entrepreneurs réussir autour de nous et on commence un projet, on se dit « Ah ouais, mais en fait, lui, ça a l'air de marcher, donc je vais aller vers là ». C'est un peu ce qui m'est arrivé aussi quand j'étais en train de faire un choix. J'avais pas vraiment commencé un projet, mais en se disant « Ah, ça marche, je vais faire plutôt ça ». Et je parle à ma sœur tous les jours d'un nouveau projet. Bon, ça va, t'es toujours contente. Mais effectivement, aujourd'hui, après, quand on devient entrepreneur,
Alors qu'à la base, j'avais 0 idée. On peut avoir 15 idées de business tous les jours. Mhm. Mais non, concentre-toi sur celui qui fonctionne et on verra plus tard. Ouais, de ouf. Allez, ben, pour terminer tout ça, j'ai un petit jeu. Ouais, J'ai un tu préfères version indé. ok, Tu dois répondre en 3 secondes max. ok. Travailler depuis un café ou depuis chez toi? Depuis un café. Ok. C'est parce que t'aimes bien voir les gens? Ouais, c'est parce que... Sortir un peu vu que t'es tout le temps à la maison? C'est parce que travailler tout le temps chez soi, c'est très bien, c'est confortable. Mais en fait, tu vois personne et tu vois pas la lumière du jour, quoi. Facturer à l'heure, facturer à l'heure ou facturer une offre? On va facturer une offre, largement. Prospecter ou délivrer? C'est quoi que tu kiffes le plus? Délivrer, prospecter. Ouais. Créer du contenu ou répondre à tes mails? Créer du contenu ou répondre à mes mails. Créer du contenu. Mail, c'est chiant. Un client relou qui paye bien ou un client parfait mais pas cher? Ah, c'est dur à dire, ça. Bah, j'aurais tendance à dire un client parfait qui paye pas beaucoup. Mais bon, à un moment donné, il faut aussi gagner de l'argent, donc... Ben moi, je pense, je préfère un client parfait mais pas cher Ouais. et renouveler cette expérience-là. Ouais, ouais. Au moins déjà, tu sécurises ton chiffre d'affaires. Mm. Et le client relou, en fait, le problème, c'est qu'il transmet pour moi des émotions négatives Ouais. et en fait, qui vont se répercuter dans ta vie perso, qui va te stresser, etc. Et moi, j'ai beaucoup de mal avec les gens qui Ouais. sont négatifs. Et donc, je préfère largement avoir un client parfait où je me régale à chaque Ouais. fois à lui parler, etc. Et avoir que des gens comme ça. Ouais. Non. C'est énergivore, hein. Et après, là, c'était pour la question, mais le client parfait qui paye cher, ça existe Ah aussi. oui, il y en a. Travailler 3 jours par semaine ou gagner 10K par mois? Travailler 3 jours par semaine ou gagner 10K par mois? Ben, on peut travailler 3 jours et on gagne un 10K. Ouais, mais c'est le petit jeu. Ouais, j'irais pour le moins Est-ce gagner. que tu préfères travailler 3 jours par semaine et gagner 2 000 € par mois ou travailler tous les jours de la semaine comme tu le fais aujourd'hui et gagner 10K par mois? Aujourd'hui, j'irais gagner 10K. Mais je pense qu'à terme, ce sera travailler 3 jours par semaine. Avec 10K par mois. Avec 10K. Il y a souvent les 10K. Allez, pour clôturer ça, j'ai 3 petites questions, les dernières. Ouais. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui a peur de se lancer? Ben, le même conseil que je me donnerais à la Lydia d'il y a 2 ans, faut s'écouter. Ok. Tu crois que tout le monde peut devenir indépendant ou freelance et entrepreneur? Non. Ok. C'est quoi ton point de vue là-dessus? Je pense que il faut être persévérant. Parce que tu nous donnes les clés, tu nous donnes beaucoup de choses, ton retour d'expérience, etc. Mais si on n'est pas persévérant, tu vas pas décrocher ton Ouais, c'est plutôt téléphone. une personnalité Ouais. qu'il faut avoir quand même. Ouais, il faut quand même être persévérant. Et avoir vraiment... Après, quelqu'un qui n'est pas forcément persévérant, s'il trouve son pourquoi, il peut le devenir. Ouais, bien sûr. Donc, oui et non. C'est comme on dit, est-ce que tu as vraiment envie de perdre du poids, quoi? Voilà, c'est ça. Est-ce que tu as vraiment, et C'est si ça. ton why il est vraiment haut, tu veux. Donc tu la vas pas ça, réponse est plutôt oui, tout le monde peut devenir indépendant, Mais à quel moment? mais À quel moment dans ta vie voilà, Ok. c'est ça. Un mot de la fin pour ceux qui écoutent et qui oseraient pas se lancer, qui pourraient se dire oh, moi j'ai vraiment envie, mais qui oseraient pas. Qu'est-ce qui a fait pour toi là, un conseil? Ouais, c'était dur de se lancer. Bah déjà de tout quitter, c'était dur. De se lancer aussi, ça a été la phase la plus difficile, mais c'est un kiff. Trop bien. C'est un kiff de se lever à l'heure qu'on veut et d'être son propre patron, de choisir ses clients et de plus subir un manager qu'on déteste. Trop bien. Ben écoute, merci Lydia, Merci félicitations à toi. Merci Victor. Et je Merci suis beaucoup. ultra fier de toi. Merci. D'avoir été la première personne dans ce podcast. Merci pour ton invitation. Indé Story, je pense qu'on va pouvoir le refaire plusieurs fois avec l'équipe et tout. C'était cool. Je trouve que tu as été ultra inspirante. Tu as Merci. été ultra transparente. Je pense que les gens, ils devraient tous regarder ça. Et je vous dis peut-être à une prochaine pour un nouvel épisode de Indé Story dans un podcast. Ciao les gars!